Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Je viens d'arriver à la Gacilly, à un petit village en Bretagne où la Fondation Yves Rocher œuvre pour préserver le monde vivant. Je suis là pour rencontrer Jacques Rocher et cet épisode viendra clôturer la série, la co-création, dirais-je, de 4 épisodes que nous avons pensés ensemble et vraiment co-construits et réfléchis ensemble avec l'équipe de la Fondation Yves Rocher. Mais avant de rencontrer Jacques Rocher, j'ai eu l'occasion de visiter une zone humide qui a été restaurée par la Fondation Yves Rocher, ainsi que différentes actions qui ont été mises en œuvre sur le territoire par la Fondation. Je m'arrête là et je vous invite à écouter cet épisode. J'espère que cet échange vous plaira. C'est parti. Bonjour Jacques, merci beaucoup de me recevoir ici à la Gacilly en Bretagne, dans le Morbihan. Aujourd'hui, on va parler de la Fondation Yves Rocher, bien sûr, mais avant cela, j'aurais bien aimé qu'on prenne le temps d'en savoir un petit peu plus sur vous, de comprendre qui vous êtes et que vous puissiez vous présenter aux auditeurs et auditrices de Basilic. Vous avez grandi ici à la Gacilly, donc dans le Morbihan, je le disais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre enfance dans ce coin de Bretagne hyper préservé ? Bien écoutez, oui, bonjour. Oui, moi je suis très heureux que l'on soit ici à la Gacilly parce que, vous savez, l'enfance joue un rôle très important pour tout à chacun. Et j'ai passé beaucoup de temps ici, dans ce village et dans la nature. Il se trouve que c'est un village et donc la nature, elle est omniprésente. Et que pour moi, c'était un terrain de jeu avant toute chose. Quand je dis terrain de jeu, vraiment, on passait notre temps avec mes frères et tous les copains dans la nature. On jouait, on se faisait des cabanes de bois, etc. On était extrêmement libre. Aujourd'hui, l'enfant est très protégé. Attention, il ne faut pas qu'il monte dans un arbre, etc. Nous, on passait notre temps à être dans la forêt. Et c'est vrai que ça laisse une empreinte importante pour tout à chacun de ce que l'on vit quand on est enfant. Et pour moi, ce paysage-là aussi est un paysage important parce que je ne suis pas du tout dans la nostalgie, mais ça vous laisse des racines. Et je pense que par les temps qui courent, les racines sont extrêmement essentielles. Je ne vais pas faire d'analogie avec les arbres. On a ce que l'on voit quand on a un arbre, c'est comme un individu, mais il y a aussi ce qui existe au plus profond de lui-même. Donc, pour moi, la Gacilly est important, essentiel. Et vous y êtes bien évidemment toujours très attaché, vous y passez encore de longs moments à l'âge adulte. Vous avez cofondé avec votre père en 1991, donc ça fera 35 ans l'année prochaine, la Fondation Yves Rocher. Pour être tout à fait honnête, en préparant l'interview, je ne pensais pas que la fondation était si ancienne. Quelles ont été les premières actions de cette fondation et quelle a été la genèse peut-être de cette création ? Oh, la genèse de la création, elle est extrêmement simple. Vous savez, notre entreprise Yves Rocher porte le prénom de mon père, le nom de famille. On est parti d'un constat simple, c'est que la réussite de l'entreprise, elle repose à la fois sur les femmes qui achètent nos produits et sur la nature. Donc, quand on a décidé avec mon père de créer cette fondation, on a souhaité qu'elle soit vraiment liée d'abord à la nature. Et donc, ce que l'on recevait de la nature à travers notre marque, ben, il fallait un minimum le redistribuer. Donc, et la première action que nous avons menée, ben, c'est ici même à la Gacilly, en créant un arboretum. C'est pas simplement un arboretum, c'est différentes essences d'arbres, mais on avait créé un programme qui s'appelait Une école, un arboretum,
en tout démarrage, où on utilisait l'arbre comme un outil pédagogique pour les enfants. C'est les enseignants qui étaient porteurs de ça, et pour faire à la fois des dictées, pour faire parler aussi des grands hommes de lettres ou femmes de lettres qui parlaient des arbres, pour faire des mathématiques, enfin bon, etc. Et ça a été une première opération qui était toujours, c'est toujours intéressant d'avoir le vécu. Et là, j'ai compris que c'était assez essentiel, justement, bien sûr, de planter des arbres, mais aussi de faire en sorte d'impliquer qui que ce soit par rapport à ça. Alors, je parle des enfants, et derrière, on a fait plus de 500 arboretums, alors on dit arboreta normalement, à travers la France, avec le ministère de l'Éducation nationale, et c'était une opération absolument fantastique parce que on plantait des arbres, non pas forcément dans les cours des écoles, parce que ce n'était pas forcément évident, mais c'était les enseignants qui étaient porteurs de ce projet-là, et derrière, on plantait des arbres à proximité de l'école. Et j'ai des souvenirs émus de cette première opération comme on dit, parfois on garde notre âme d'enfant, mais alors quand on est avec des enfants qui ont 8, 9, 10 ans, il y a une légèreté, j'aime pas ce mot naïveté, mais voilà, ça, on le fait avec le cœur, avec le plaisir, et ça fait du bien. Avec la douceur de l'enfance, qu'on connaît bien. Un an après la création, de la fondation, il y a une date, symbolique quand on s'intéresse au sujet de l'écologie, c'est 1992 et le sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, au Brésil. C'est une date, emblématique. Vous avez eu, l'opportunité, la chance, je ne sais pas comment le qualifier, d'assister à cet événement, historique. Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui? Quel souvenir est-ce que vous en gardez? Il y avait assez peu de participants de la société civile à l'époque quand même. Ce que j'en garde, c'est plusieurs points. D'abord, c'était le deuxième sommet de la Terre. Le premier sommet avait eu lieu à 72 à Stockholm, et c'était que les gouvernements. Là, le 92, c'était effectivement à la fois la société civile, les ONG, les entreprises qui étaient présentes. En amont de cela, moi, je suis allé à la fois en Guyane, j'ai passé 15 jours avec, en pleine forêt, avec des Amérindiens, dans le village de Camopi, mais vraiment, on a vécu en pleine forêt aussi avec eux. Et puis après, je suis allé au Brésil, où j'étais avec une association qui s'appelait A Saúde Alegria, Santé et Joie, où on soutenait cette association et on allait dans les villages le long du fleuve Amazone. Et ils avaient tout un processus, ils montaient un cirque qui était fait de bouts de ficelle, et ils expliquaient aux populations à la fois leurs droits, mais également le rôle de faire des latrines, d'être attentifs par rapport à leur milieu naturel. Si vous êtes européen et que vous allez en Amazonie et que vous allez sur le fleuve Amazone, vous êtes dans une autre dimension. C'est-à-dire que le fleuve Amazone, à un moment donné, il fait 30 kilomètres de large. Je l'ai traversé en bateau, et j'ai mis 3 heures pour le traverser. Donc vous êtes dans une autre dimension euh, qu'à l'Agassi, quoi. Là, vous prenez conscience que la nature est immense, euh, grandiose, elle vous dépasse complètement, et en même temps, vous voyez aussi des feux, donc vous voyez une attaque frontale par rapport à cette nature, et après, vous allez à Rio. Et là, vous voyez, il faut savoir qu'en 92, il se passait énormément de choses aussi au niveau de la planète, hein. Le mur de Berlin était tombé en 89. Enfin bon, moi je suis allé là-bas, en Allemagne. Bon, c'était un mouvement absolument extraordinaire. Donc il y avait une ouverture du monde qui était extraordinaire. D'où le fait de se retrouver avec des ONG, avec la société civile qui était là, qui était présente. Et nous, on était à notre échelle. Mais c'est vrai que c'était un moment pour moi exceptionnel de voir tout ce mouvement qui se mettait en place. Bon, je suis revenu en 2012, c'était Rio plus 20, mais c'était pas 92 plus,
plus 20 en 2012, c'était 2012 versus 2032. On y arrive. Et là, j'étais surpris de voir aussi que l'élan était en train d'un peu de se tarir, quoi. Vous l'avez quand même observé, cette Ouais, différence. ouais. Et vous le disiez, donc vous avez profité, de ce voyage aussi, pour, vous rendre en Guyane, vous rendre en Amazonie. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez, souhaité, peut-être, donner un engagement aussi international à la fondation ou c'était déjà en amont? À quel moment est-ce que ça s'est fait? Alors, si vous voulez, quand on vit en forêt, on fait vraiment vivre en forêt, hein, J'ai jamais fait. en particulier, c'est pas la forêt française, hein, c'est vraiment la forêt tropicale. Vous lâchez prise, hein. Bon, vous êtes d'abord avec des gens qui connaissent. Quand j'étais avec Sissiwa, qui était le chef indien guyanais, bah, on vivait en symbiose avec la forêt. On dormait dans notre hamac, eux ils chassaient, et ils tuaient des hocos qui sont des espèces de grosses dindes, bon, etc. Et on mangeait, on avait du manioc, etc. Donc on vivait en symbiose avec le milieu naturel. Ça vous construit. Euh, pour moi, c'est une expérience absolument extraordinaire où on lâche un peu tout ce qu'on a, hein, en tant qu'Européen, etc. Et on s'intègre à la nature. Et pour moi, c'est une expérience de vie qui m'a transformé, véritablement transformé. Parce que je vous dis, j'ai pris conscience de cette dimension absolument extraordinaire de ce milieu naturel qui est d'une diversité biologique insensée par rapport à ce que l'on connaît en Europe. Et en même temps, ça m'a ouvert effectivement vers cette dimension internationale où on voit que la nature doit être protégée et travailler de concert avec des gens qui sont dans ce milieu naturel, pour moi, est essentiel. C'est aussi tout ce qui me guide, c'est-à-dire travailler avec des gens localement qui sont impliqués, qui connaissent la culture locale. On n'arrive pas comme ça, que ce soit à Legacy ou que ce soit dans un village, j'étais au Togo récemment, on n'arrive pas comme ça avec ces principes, etc. On essaye de comprendre. Et quand on travaille avec des ONG locales, bah, ça va beaucoup mieux, quoi. Et ça, on le ressent bien dans toutes les actions que vous menez avec la fondation. On va y revenir, un petit peu après. Mais vous l'avez évoqué brièvement, vous avez eu quand même, la chance dans votre parcours de rencontrer de nombreuses, personnalités, figures assez, inspirantes. Je pense à plein de gens, notamment à Wangari, Maathai qui était, surnommée la femme qui plantait des arbres. Il me semble que c'est son surnom. Mais aussi à alors celui-ci, vous allez m'aider à le prononcer parce que je ne voudrais pas commettre d'impair. Sassik, Raoni, le chef, du peuple, Kayapo au Brésil. Vous avez rencontré plein de figures très, inspirantes, j'imagine. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être, aussi inspiré certains projets? Comment ça a façonné un peu, les années qui ont suivi, ces rencontres? Bah, moi, j'aime la vie parce que justement, ce sont des rencontres. Et des rencontres qui font que bah, vous avancez, vous évoluez. Vous évoquiez Wangari Maathai. Pour moi, c'était très éphémère, notre rencontre. On s'est vu une demi-journée. Mais c'était une femme exceptionnelle. Il y a un courage incroyable parce qu'elle a planté effectivement 40 millions d'arbres avec des femmes aussi bien du Kenya mais que d'autres pays en Afrique. Et puis c'était une combattante dans le sens où elle a protégé une forêt en plein cœur de Nairobi, 1000 hectares. Quand vous connaissez Nairobi, moi je suis allé plusieurs fois à Nairobi. C'est une ville qui se développe de façon tentaculaire. Je crois qu'il y a plus de 5 millions d'habitants aujourd'hui. Il y en avait 5000 en 1930. Donc vous êtes dans et c'est le plus grand. Je suis allé dans le bidonville de Kibera où il y a plus d'1 million de personnes qui vivent dans ce bidonville, hein. Et d'ailleurs, il y avait une de nos lauréates de Terre de Femmes qui travaillait là-bas. Et quand vous rencontrez cette femme-là, euh, qui a fait de la prison pour protéger cette forêt, et elle disait euh, au geôlier, bah, vous pouvez me taper dessus, j'ai une peau d'éléphant. Bon,
dites respect, quoi. Donc, c'est pas de l'écologie de salon, là, hein, c'est vraiment des gens qui ont pris des risques très importants. Donc, pour moi, c'est une femme assez incroyable et lorsque j'ai signé cette convention avec les Nations Unies pour planter 1 million d'arbres, et qu'elle ne connaissait pas, elle est plutôt de culture anglo-saxonne, bon, je lui avais expliqué un peu, etc. Mais elle me dit, vous ferez beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est des parcours, bah, d'abord qui inspirent le respect, mais surtout aussi qui vous motivent. Raoni, c'est un autre cas de figure, mais Raoni, c'est un combattant. C'est un homme qui s'est battu toute sa vie pour à la fois son peuple et aussi ses territoires. Parce que l'invasion des sans-terres, etc., des paysans sans terre et des grands propriétaires terriens pour spolier leurs terres, bah, ça s'est fait aussi avec des combats, hein, et il y a eu des morts. Donc ces gens-là, pour moi, euh, sont très, très inspirants. Mais au-delà de ça aussi, quand je vois nos lauréates de Terre de Femmes, ou quand je suis en contact avec des ONG avec lesquelles on plante des arbres, mais ils m'inspirent parce qu'ils sont sur le terrain et ils font un travail exceptionnel, même si ça n'a pas une dimension internationale. Bien sûr, et c'est tout l'enjeu aussi de ce programme Terre de Femmes, c'est le passage à l'action à une échelle plus locale. On va justement, vous faites une parfaite transition avec ma prochaine question. L'idée, c'est de comprendre un petit peu et d'expliquer aux auditeurs et auditrices les différents programmes qui sont portés par la Fondation Yves Rocher, parce que les auditeurs et auditrices ont eu l'occasion d'écouter les lauréates du prix Terre de Femmes 2025 il y a quelques semaines au micro. Mais vous ne faites pas que ça avec la Fondation Yves Rocher, et j'aurais bien aimé peut-être brièvement que vous nous représentiez les différentes actions que vous menez aujourd'hui avec la Fondation. Alors, une des actions sans doute les plus emblématiques, c'est effectivement Plantons pour la planète, qui est devenu Plant for Life. Comme je l'évoquais, ça a commencé avec Wangari Maathai et une signature d'une convention avec les Nations Unies pour planter 1 million d'arbres. À ce jour, on est à plus de 130 millions d'arbres. Je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Hein, Elle avait raison de vous dire que vous alliez faire mieux finalement qu'un ben million. oui, et puis Parce ça que motive. Et puis deuxièmement, c'est aussi des histoires de rencontres. Quand vous rencontrez Sadhguru en Inde et que lui, qui a une puissance à la fois spirituelle mais aussi dans l'action, qui est absolument extraordinaire, et que lui voulait à l'époque planter 50 millions d'arbres, bon, bah, vous dites qu'on a commencé avec lui, on en a planté 900 000, on doit être à plus de 30 millions d'arbres plantés en Inde. Euh, Tout ça, c'est avant toute chose pour moi des histoires de rencontres et qui font que à un moment donné, eh bien, cette petite étincelle, cette petite mèche que vous allumez, ben, elle se développe. Quand je vois la France avec Sylvie Monnier, qui était une lauréate de Terre de Femmes, Sylvie, elle est paysanne. Elle avait eu ce prix Terre de Femmes justement parce qu'elle plantait des haies. Et quand on s'est dit avec Sylvie, ben, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ensemble? Et qu'aujourd'hui, bah, ce programme s'est développé au fil de l'eau, que nous, on a planté plus de 5 millions d'arbres, c'est avant tout grâce à elle. Hein, c'est grâce à Sylvie parce que elle a montré, et pareil, hein, vous êtes une femme dans ce monde paysan, c'est pas forcément facile, bah, elle n'a rien lâché. Et puis, c'est elle qui a créé le mouvement pour qu'on plante des haies. Donc, je la remercie vraiment. Je pense que c'est avant tout, pour moi, des histoires de rencontres. Et quand vous êtes à la rencontre de personnes qui sont hyper motivées, qui ne lâchent rien, bah, vous avez envie aussi de les soutenir. ça vous booste à aller plus loin forcément. Et donc, il y a le programme Plan for Life à propos des arbres, il y a le programme Terre de Femmes. Est-ce qu'il y a d'autres programmes à la Fondation aujourd'hui? Il y a un programme qu'on appelle Arrêt Nature, où, pour moi, la photographie joue un rôle important. Non pas simplement parce qu'on est dans une société où on fait des photos. Maintenant, c'est plus
c'est des milliards de photos qui sont faites. Ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est qu'on demande à des photographes de travailler sur un sujet. Et quand on travaille sur un sujet, on ne l'aborde pas en faisant une photo. On a une réflexion. Euh, on allait lancer il y a quelque temps un programme qui s'appelait Au nom de l'arbre et on avait demandé à 9 photographes d'aller sur les lieux où on fait des plantations en leur laissant vraiment l'ouverture pour faire leur sujet. Et donc, vous racontez une histoire à travers 40, 50 photos. Et ça, pour moi, c'est important, la narration, c'est l'écriture aussi. C'est que montrer ce que c'est, et non pas simplement à travers une photo. On a un prix qui s'appelle le prix de la Fondation Yves Rocher avec le festival Visa pour l'image, qui est le premier festival au monde du photoreportage. Bon, bah, c'est pareil, les lauréates ou lauréats de ce prix, on reçoit plus de 80 à 100 demandes par an, et ça finit par un jury qui décide d'une lauréate, en l'occurrence Axel de Russet aujourd'hui, qui fait un travail à la fois en Arctique et en Antarctique pour montrer l'effet du dérèglement climatique. Pour moi, c'est très important parce que on n'est pas dans un temps court comme aujourd'hui où on dit ah bah oui, il y a une photo, puis non. Là, vous avez une histoire. Et pour moi, le rôle des photographes, c'est aussi un rôle d'éclaireur. Dans ce monde extrêmement bruyant, où ça part dans tous les sens au niveau justement photographique, bah nous, on se pose. Nous, on essaye de montrer une réalité. C'est pas toutes les réalités, mais des réalités par rapport au milieu naturel. Et ça, c'est super important. Autre point, autre action, ben, c'est effectivement ici sur l'Agacie. Parce que pour moi, c'est un terrain d'expérimentation. On a créé l'Observatoire de la biodiversité. C'est sur un terrain de 10 hectares, c'est une zone humide. Bah, c'est important. On a demandé d'ailleurs à un photographe de travailler dessus. Donc il y a une exposition qui montre justement la diversité biologique qui existe dans ce milieu. Et puis c'est un espace aussi de découverte de ce milieu, de médiation, avec à la fois les enfants, mais aussi les adultes. Et d'ailleurs, on fait aussi une fête de la nature, ça s'appelle Nature en fête, tous les 2 ans, pour à la fois montrer ce qu'on a entre les mains et faire intervenir, que ce soit des artistes, des scientifiques, pour montrer le milieu naturel. Voilà en quelques mots ce que l'on fait. Vous faites effectivement beaucoup de choses. J'ai eu l'occasion hier de visiter l'Agacie et de découvrir tous ces endroits, notamment l'Observatoire de la biodiversité, où il y a de nombreuses espèces qui ont été recensées grâce à Gaëlle, qui est votre spécialiste sur place. Delphine me partageait quelques chiffres qui sont quand même assez, impressionnants. Je crois que c'est plus, d'une quinzaine d'espèces de chauves-souris, des oiseaux, et il observe et il recense toutes ces espèces. Ça, tous ces endroits-là, je ne pense pas qu'on les dit, mais c'est des endroits qui sont bien évidemment, accessibles à toutes et à tous, que ce soit le jardin botanique à proximité, de vos, locaux, que ce soit, l'observatoire de la biodiversité. Il y a cette volonté aussi de rendre accessibles ces connaissances, pareil avec le festival Photo Lagacy qui prend place dans le village de Lagacy, avec des accrochages, sur la devanture de la mairie, dans toute la ville, enfin le village. C'est cette volonté-là, elle est ancrée chez vous depuis toujours aussi? Ah bah, je pense que c'est important de se rendre compte. Voilà. Et je pense que on met des mots, biodiversité, moi j'aime bien le mot nature, hein, et j'aime bien le mot euh, animaux, j'aime bien le mot fleurs, plantes, arbres. Ce sont des mots simples qui nous parlent. Donc je pense que c'est essentiel aussi de se réapproprier ce monde-là. Quand on dit ah bah oui, il y a tant d'espèces, etc. Oui, mais ici même, là, quand on regarde, on est dans ce milieu, puis on voit un pinson, on voit un rossignol, on voit des oiseaux qui passent, qui sont là. Le soir, quand on couche ici, à la Grée des Landes, eh bien, on entend notre ami la chouette qui nous parle. Donc tout ça, ça fait une résonance. C'est pas simplement des mots, ce sont des êtres vivants qui sont là à proximité, que ce soit des animaux, des plantes, des oiseaux, etc. Il faut se rapprocher d'eux. Et moi, je suis pour l'émerveillement aussi, parce que
la magie de la vie à travers la nature, ben, elle est extraordinaire. Donc c'est pour ça aussi qu'on a créé l'observatoire, pour dire, mais attendez, regardez ce qu'il y a là. Et c'est vrai que le travail d'Emmanuel Berthier en tant que photographe était important parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout voir et qu'un photographe qui est vraiment imprégné par la nature, un garçon qui est vraiment en proximité réelle. Et quand on fait ces photos-là, il faut être en proximité. Vous n'arrivez pas à midi, puis vous faites la photo. Non, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous regardez le lever du jour et vous êtes là à voir tel insecte ou tel oiseau ou la brume qui est là. C'est pour moi très important. C'est pour ça que les photographes jouent un rôle pour moi important, parce qu'ils nous permettent aussi à travers leur regard, à travers leur œil, de voir ce qu'on ne peut pas voir. Donc vous avez évoqué effectivement le festival photo Visa pour Image qui est très connu. Je voulais qu'on revienne toujours à l'Agassi parce que voilà, on y est aujourd'hui et en plus hier j'ai eu la chance d'assister à la réunion publique à propos du festival photo l'Agassi. Donc c'était un pur hasard, mais c'était absolument passionnant d'assister à cette rencontre qui présentait un peu l'édition 2025 de ce festival. Je voulais juste que peut-être vous preniez le temps d'expliquer aux auditeurs et auditrices la particularité de ce festival photo où se mêlent art, évidemment, photographie, mais aussi nature, écologie, peu importe le mot qu'on souhaite employer, puisque vous avez une partie avec des photographes qui ont une certaine notoriété dans le monde de l'art contemporain actuellement, et une partie avec des photographes plutôt spécialisés nature, là pour le coup. Pourquoi cet équilibre? Pourquoi 10 photographes dans chacune de ces catégories et ce mélange en fait des genres? Bah, vous savez, on ne change pas son code génétique. En ce qui me concerne, quand j'ai créé le festival photo, il y a 22 ans, j'ai souhaité qu'il soit sur l'Agassi, à l'Agassi. Je suis passionné par la photographie depuis toujours et en même temps, je suis passionné par cette relation qu'on a avec, justement cette planète et la nature et l'impact que l'on a. Donc d'entrée de jeu, quand on a créé le festival, il y avait ça. Il y avait quand même je me souviens quand le collectif Argos a fait un travail sur les réfugiés climatiques, on les a exposés, on était les premiers à les exposer. Donc pour moi, ça fait partie de l'histoire même du festival photo. C'est de montrer aussi à la fois la beauté de la nature, et elle est extraordinaire quand on voit le travail de Laurent Balesta sur le monde marin, sous-marin, qu'on ne connaît absolument pas. C'est extraordinaire, c'est d'une magie incroyable. Et puis d'autre part, eh ben, on voit aussi qu'il y a la montée des eaux. Le photographe indien Supratim Chatterjee, alors j'ai un problème sur son nom, mais montre effectivement la montée des eaux en Inde. Et ça, c'est la réalité, quoi. Faut pas se leurrer. C'est ce que j'évoquais pendant la présentation. Nous, pendant l'hiver, on a eu des inondations dramatiques, et encore plus bas dans le bassin de Vilaine à Redon. Faut pas croire que il ne se passe rien. Hein, j'étais en Arctique l'année dernière avec Jean-Louis Etienne. Quand même, Jean-Louis Etienne, c'est un homme qui connaît très très bien ces milieux-là. J'étais avec des scientifiques qui sont là depuis 30, 40 ans même, qui font des analyses, et ils disent, ben voilà, il y a un problème, ça fond. Donc pour moi, le rôle du festival photo, c'est pour ça que je parle d'éclaireur, parce que c'était une gageure de le faire dans un petit village comme ici, c'était une gageure de le faire totalement en extérieur, et mon plus grand bonheur, c'est de voir qu'il y a 300 000 personnes qui viennent chaque année, des gens qui ne viendraient jamais voir une exposition photographique dans un lieu fermé. Et là, bah, on leur laisse l'opportunité. C'est pour moi un cadeau de la vie de leur donner aussi cette possibilité de découvrir des photographes, des milieux naturels, des sujets qu'ils ne verraient jamais. Et j'ai appris hier, pendant cette fameuse réunion publique, que le festival s'exportait aussi en Autriche.
Donc techniquement, c'est même 600 000 personnes puisque c'est 300 000 personnes, qui viennent voir les photos à Baden et 300 000 ici. Oui, ce qui est intéressant à Baden, en Autriche, c'est à proximité de Vienne, hein, c'est à 30 kilomètres de Vienne. C'est une ville, ancienne ville impériale, qui a un patrimoine extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en proximité avec l'Allemagne, la Tchéquie, la Slovaquie. Et il y a une vraie ouverture, justement, avec ce festival à Baden, sur toute cette zone géographique où nous, on est plutôt à la pointe de l'Europe, hein, on est un peu excentré, hein, si on regarde toute l'Europe. Et là, c'est vraiment très intéressant aussi de voir ce festival qui est fait aussi dans des milieux. Alors, c'est plus urbanisé, mais ils ont des jardins absolument extraordinaires. Et c'est vrai que c'est un grand bonheur de voir ce festival en Autriche. Vous le disiez, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la plantation d'arbres parce que c'est quand même le cœur de vos actions aussi, aujourd'hui. Vous revenez, du Togo où vous étiez récemment. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, de ce que vous avez entrepris, là-bas avec, des ONG locales, j'imagine? Sur quoi est-ce que vous avez travaillé? Comme je vous disais, d'abord, c'est une histoire de rencontre. Et je trouve que Kwame Lampo, c'est une personne très impliquée, très engagée depuis des années. On a travaillé précédemment avec une autre ONG dont il faisait partie. Il a quitté cette ONG et on a souhaité continuer avec lui quand il a créé son ONG. Et on a commencé à monter une première opération avec lui. On a vu que ça fonctionnait. Et c'est pour ça que c'est aussi très important de venir sur le terrain. Il y a Marine et Jean-Philippe aussi qui suivent ces projets-là de plantation. Et donc, d'aller sur le terrain, ils sont allés en amont pendant une semaine avant que je vienne, et de vérifier. Alors, on ne peut pas tout vérifier parce que quand vous allez dans de nombreux villages, vous faites des opérations, vous ne pouvez pas aller dans tous les villages, mais vous voyez déjà sur certains villages comment les choses se passent et ce que ça apporte aux populations locales. Parce que je pense que l'élément déterminant, qu'on soit ici ou en France ou au Togo, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce que ça apporte aux gens qui vivent localement? Et à partir du moment où ça apporte quelque chose, vous savez que vous vous inscrivez dans une pérennité et non pas dans un coût, quoi. Et donc venir localement, voir ce qui se passe, être en rencontre avec les paysans locaux. J'étais avec une femme aussi extraordinaire qui avait planté des arbres, qui fait aussi du cacaoyer. Et donc, pour eux, il y a aussi une symbiose entre les arbres plantés et les cacaoyers existants, parce qu'ils servent d'ombrage. Quand j'ai vu des arbres qui avaient été plantés il y a 3 ans et qui font déjà 5 mètres de haut, je vous avoue que ça fait du bien, quoi. On voit que ça marche. Mais la clé, c'est vraiment à la fois l'ONG localement et le travail qu'elle fait avec les populations locales. Parce que sinon, moi j'étais en Inde il y a quelques années, c'est pareil, on travaille avec les paysans locaux, avec Isha Foundation, et ça fonctionne. Mais sinon on est hors sol, hein. Ouais, si on n'est pas, ancré avec des ONG locales, ça a pas de sens, en fait. Ça marche pas. Et vous le disiez tout à l'heure, mais les conséquences du dérèglement climatique sont perceptibles, on le sait et les auditeurs et auditrices le savent. Vous, j'imagine que vous êtes quand même un homme de terrain, donc vous voyez les choses évoluer, vous voyez les changements. J'ai 2 questions. La première, est-ce que vous observez un peu ce point de bascule? Est-ce que vous observez peut-être, plus, d'éco-anxiété auprès de vos partenaires locaux et cetera? Et deuxième question, comment est-ce que vous arrivez à garder le cap, à ne pas baisser les bras et à continuer, d'avancer dans ces directions qui nous font, du bien? Au niveau des personnes localement, je pense que c'est essentiel, effectivement, quand on plante des arbres, de voir que l'impact positif que ça a vis-à-vis d'elles. Et c'est sûr que dans certains milieux, l'impact du dérèglement, j'aime pas parler de réchauffement climatique, je veux plus parler de dérèglement climatique.
parce qu'on le voit, il y a le dérèglement climatique crée des tornades, des inondations, des violences naturelles, mais la nature est forte et elle est aussi très violente. Donc, à un moment donné, quand elle décide d'être violente, on l'a vu à Los Angeles, on a beau être la première puissance mondiale, eh bien, face à ça, on n'est pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Donc, c'est là où je pense que nous, notre apport, il est infime. Mais en travaillant avec les populations locales, ben, on s'aperçoit qu'on apporte quelque chose. Et c'est vrai que le dérèglement climatique, eh bien, il existe. Il faut essayer de trouver des solutions quand on peut en trouver. Et pour moi, le rôle de l'arbre local, et pas simplement d'arriver, mais c'est pareil en France, est assez essentiel. Parce que l'arbre, il joue un rôle quand même essentiel, certes au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau des milieux naturels au sens plein du terme. Donc, pour moi, c'est vrai que quand on discute avec des personnes, quand on est en Amazonie, avec des populations qui vivent directement avec la nature, moi j'ai vécu avec des populations indiennes, bah, ces gens-là, on n'est pas connectés comme avec la nature, on vit avec la nature. Et là, ces personnes-là, elles voient ce qui se passe. Pas besoin d'être scientifique pour comprendre ce qui se passe. Donc ça, c'est assez essentiel aussi de travailler avec des gens comme ça parce que ils nous apprennent un peu à avoir beaucoup de respect vis-à-vis de la nature et surtout de considérer que notre impact, il existe, mais comment est-ce que parfois, nous, à notre petite échelle, on peut résoudre ça. Donc, on fait le travail. C'est de rester dans l'action finalement, si je vous Oh écoute et que bah, j'entends ce que vous me dites. c'est essentiel de rester dans l'action et c'est essentiel de rencontrer des personnes, comme je vous le disais, que ce soit avec les ONG avec lesquelles on travaille, que ce soit avec nos lauréats de Terre de Femmes, que ce soit avec les photographes qui témoignent, etc. On est dans l'action. Et l'action, ça donne des forces. Et soutenir l'action aussi, ça donne des forces. Donner, c'est une chose, recevoir, c'en est une autre. Et quand on donne, on reçoit énormément. Énormément. Et ça vous donne vraiment l'envie de poursuivre et de continuer, quoi. C'est notre rôle. Et justement sur ce rôle, on l'a dit, la Fondation Yves Rocher fêtera ses 35 ans, l'année prochaine. C'est pas mal, c'est un bel âge. C'est pas mal. C'est le mien en plus cette année, donc je suis presque le même âge que la fondation. Quels sont les projets et votre vision peut-être? Alors on va peut-être pas aller sur les 35 prochaines années, ça fait beaucoup, mais pour les, Vu l'âge que j'ai, c'est pas évident, mais bon, pour faut les savoir être 5-10 visionnaire. prochaines années. Quelle est la vision que vous portez avec la fondation pour les années à venir? Parce que ça a quand même, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup développé, ça a beaucoup grandi depuis sa création. Non, moi, la vision, elle est bon, j'ai pas le même âge que vous, donc, mais encore une fois, il faut s'inscrire dans le temps. On n'est que de passage, vraiment que de passage. Donc, quand on voit l'histoire de cette planète et de la présence de l'homme, mais c'est quelques secondes par rapport à l'existence de cette planète. Donc, faut être. Et vous savez, moi, je suis d'origine celtique. Nos ancêtres, à côté d'ici, j'ai un dolmen qui a 4500 ans. Donc, quand j'ai créé cet hôtel, je me suis pas dit, waouh, on l'a fait en total respect vis-à-vis du milieu naturel et en essayant de s'inscrire dans le temps. Euh, Après les 35 prochaines années, moi, je pense qu'il faut creuser son sillon à son échelle. Encore une fois, on a vu les enjeux colossaux auxquels on se retrouve. Il faut rester humble, très humble dans ce que l'on fait. Et moi, toutes les personnes que je rencontre, que l'on soutient, elles n'ont pas la grosse tête, hein. Franchement, elles n'ont pas la grosse tête. Elles sont très, très humbles. Et je pense que l'humilité est importante. Après, la réalité des actions aussi, elle est importante parce que je pense qu'il faut être fier de ce que font toutes ces personnes-là, du soutien qu'on apporte. Moi, j'insiste beaucoup.
quand on est une ONG, à un moment donné, à une échelle qui n'est pas forcément importante, on peut perdre confiance. Et c'est aussi notre rôle. Moi, je le vois au niveau des lauréates de Terre de Femmes. On a des lauréates qui ont, à un moment donné, été un peu fatiguées. Bon, le fait de les soutenir financièrement et de les valoriser, c'est vrai que la remise du prix Terre de Femmes est aussi un moment joyeux, très joyeux, et avec beaucoup d'émotions derrière. Et pour moi, c'est important, les émotions dans la vie. On a besoin de vibrer, hein. Tout n'est pas rationnel. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Cette humanité qu'on a en nous, elle existe, elle est appelée à continuer. Et encore une fois, elle est appelée à faire des actions à notre échelle, mais surtout avec des femmes et des hommes qui sont très impliqués et que l'on soutient. Donc, c'est ça, pour moi, l'esprit de la Fondation. C'est un parfait message et on retiendra le mot humilité. Et je pense que quand on côtoie la nature au quotidien, on a tendance à faire preuve de plus d'humilité. J'ai 2 petites questions un peu bonus pour la fin de cet épisode. Vous pouvez répondre très spontanément. Quelle essence d'arbre vous ressemble le plus, selon vous, et pourquoi? Alors ça, je ne saurais répondre. D'abord, j'aime beaucoup les arbres et leur diversité. Je ne vais pas prendre le ginkgo biloba, mais le ginkgo biloba, il a résisté. C'est quand même incroyable, la vie. Il a résisté à la bombe atomique, qui a tout détruit. Et je veux dire que c'est quand même incroyable de savoir qu'un arbre a résisté à une puissance destructrice comme ça. Alors, je ne vais pas me comparer au ginkgo biloba, mais je trouve c'est pour moi un arbre qui est témoin aussi de la force de la nature. Non, je ne sais pas, j'ai pas d'arbre fétiche parce que je trouve que Vous n'avez pas de favori? les arbres, il y a une telle diversité, justement, des arbres. Vous savez, l'arbre le plus vieux du monde, il aurait 8000 ans. C'est un nain au niveau parce qu'il vit dans le milieu, justement, dans le nord de l'Europe. Et cet arbre a résisté au temps, qui étaient quand même des mouvements forts au niveau météorologique. Et cet arbre-là, voilà, il a résisté. Donc, quand on regarde la vie sur Terre, ce que je vous disais sur ces arbres qu'on a plantés au Togo et qui font 6 mètres de haut, ou que l'arbre le plus haut de la planète, il fait 103 mètres de haut, qui est un séquoia aux États-Unis. Bon, tout ça, très inspirant, mais tous les arbres, pour moi, ont leur raison d'être, et je ne veux surtout pas en aimer ou en avoir un plus que l'autre. Et puis ils ont tous des génies différents. Vous parliez de l'arbre le plus vieux du monde, il a fait preuve d'adaptation plus que n'importe quel autre être vivant. Oui, tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Jacques, pour cet échange. C'était, je l'espère, très inspirant pour les auditeurs et auditrices de Basilic de vous entendre. Et puis, à bientôt. Merci à vous. Et puis, encore une fois, vive les convictions. Oui, je Merci. vous rejoins. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en compagnie de Jacques Rocher. J'espère que ses mots, son humilité et son attachement profond à la nature vous auront touché autant qu'ils m'ont touché. Cet échange nous rappelle qu'agir pour le vivant, c'est avant tout une histoire de lien. Et c'est ce que je mets en avant dans le podcast depuis si longtemps. De liens avec les autres, bien sûr, de liens avec le monde vivant, mais aussi de liens avec notre territoire. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la meilleure façon de soutenir Basilic et de faire rayonner ces voix qui œuvrent chaque jour à construire un monde plus vivant. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.